Madame la secrétaire générale de la Nuit du droit, chers collègues, chers confrères, chers étudiants, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'édition 2025 de la Nuit du droit à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Cet événement que j'ai le bonheur d'animer depuis 4 ans maintenant, depuis que mes collègues m'ont fait l'honneur de me donner quelques responsabilités ici, est d'une très grande importance pour nous ici à Dauphine, parce que le droit est très présent à Dauphine, tant par sa recherche que par ses formations. Le droit à Dauphine, c'est aujourd'hui 2 centres de recherche, le CR2D, sous l'égide duquel se tient l'événement de ce soir, et je veux saluer son directeur, mon collègue le professeur Arnaud Renoir, et un autre centre qui s'appelle DRJ. C'est près de 400 étudiants, dont plus des 2/3 au niveau master. C'est un cursus de droit qui peut être suivi dès la première année en parallèle de la licence de Dauphine et qui mène sur une double licence de droit et de management en sciences des organisations. Nous avons aussi, pour l'aspect droit public, une licence droit et gouvernance publique. Et puis au niveau master, nous avons aujourd'hui, c'est la nouveauté à Dauphine à compter de cette année, 4 mentions. Une mention droit des affaires, une mention droit public, une mention droit notarial et une mention droit de l'entreprise, débouchant sur 13 Master 2 qui figurent parmi les masters les plus réputés de France. Il existe un ADN dauphinois très particulier qui s'applique à toutes ces formations et qui font d'une approche très singulière de l'apprentissage du droit à Dauphine, qui est assez unique dans le paysage universitaire français. Quels sont nos piliers ? Je dirais une ouverture à l'international, une proximité très grande avec le monde professionnel et économique, une pédagogie fondée sur la proximité, l'enseignement en petits groupes, la pluridisciplinarité, Dauphine oblige, les liens forts entre les formations et la recherche, et enfin une vie associative très riche. À ce titre, je veux saluer tout particulièrement les étudiants de l'association JAD, Juristes à Dauphine, qui est une association extrêmement dynamique et qui est pleinement impliquée en tant que partenaire pour l'organisation chaque année de la Nuit du droit à Dauphine. Alors, la Nuit du droit, comme vous le savez, a été créée par Laurent Fabius à son arrivée à la présidence du Conseil constitutionnel. Elle se fixe pour objectif de mieux faire connaître le droit à nos concitoyens. C'est primordial parce que le droit protège les libertés, garantit la sécurité juridique de nos actes, permet le règlement pacifique des conflits, assure tout simplement le bon fonctionnement de la vie économique et sociale. Et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, je crois, car il y a en ce moment dans notre société, et en réalité dans la plupart des démocraties occidentales, une petite musique étrange qui s'élève et qui s'attaque à l'état de droit. Et au fond, lorsqu'on attaque l'état de droit, ce sont les juges que l'on vise, qu'il s'agisse du juge national, qu'il soit de l'ordre administratif ou judiciaire, qu'il s'agisse de juridiction de fond, de juridiction suprême ou d'un juge supranational. Parce que c'est le juge qui est le garant institutionnel de l'état de droit. C'est si vrai qu'il peut sanctionner la puissance publique si elle enfreint les règles et les principes qui normalement s'imposent à elle. Et sous ce rapport, l'état de droit apparaît nécessairement comme un facteur de limitation de l'expression de la souveraineté populaire. Il protège la démocratie contre les potentielles dérives illibérales d'une majorité qui pourrait sortir des urnes et être tentée par la remise en cause de certaines de nos valeurs fondamentales. Mais précisément parce que les juges jouent ce rôle de rempart de la démocratie et de contre-pouvoir aux 2 autres pouvoirs, mais avec ceci de particulier qu'il n'est pas lui-même limité par un contre-pouvoir organisé, il est crucial que dans l'exercice de leurs fonctions, les juges fassent preuve d'une éthique individuelle et collective irréprochable. Et a fortiori, lorsque les temps sont troublés, les juges ne peuvent prendre le risque de décisions qui pourraient paraître partiales ou incertaines. Ils doivent interpréter
les textes, pour dire le droit, et toujours se garder de faire prévaloir leur propre vision de la société. Dit autrement, ils doivent faire preuve de la plus grande indépendance, y compris et avant tout vis-à-vis d'eux-mêmes, à la recherche permanente de l'équilibre fragile et plus que jamais nécessaire qui fait justement tenir l'état de droit. C'est précisément de cela que nous allons parler ce soir de façon originale et divertissante, puisque nous allons réfléchir à ces sujets au travers d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Sauver la du Barry », qui a été écrite par un avocat, Charles Hampson. C'est une pièce qui a été créée en 2022 à la Maison du Barreau de Paris et que nous avons le plus grand plaisir d'accueillir ce soir pour la Nuit du droit de Dauphine. Et l'idée de Charles Hampson, avec qui nous allons échanger après la pièce, ainsi qu'avec le metteur en scène et les comédiens, est bien celle-ci. En revisitant le procès de Jeanne du Barry devant le tribunal révolutionnaire, nous allons voir si on peut juger sans préjugés, et si peut-être, parce que nous allons tous ensemble voter, plus de 200 ans après sa condamnation à mort, nous mettant à la place de ces juges, nous allons permettre à la du Barry d'échapper à la guillotine. Avant d'assister au spectacle, les étudiants de JAD vont intervenir pour nous faire un petit rappel historique sur le personnage de Jeanne du Barry et sur le contexte de cette affaire. Mais avant cela, je souhaiterais laisser la parole à Madame Marie-Noëlle Dompé, qui est la secrétaire générale de la Nuit du droit et qui nous fait l'amitié et le très grand honneur ce soir d'avoir choisi Dauphine parmi les 225 lieux ce soir en France qui célèbrent la Nuit du droit. Alors, en deux mots, chère Marie-Noëlle, parce que Marie-Noëlle Dompé, on ne la présente plus, en tout cas chez les juristes, c'est une très grande dame du droit en France. Elle a commencé sa carrière en tant que magistrate, avant de prendre de 1987 à 1995 la direction du service juridique de la Commission des opérations de bourse, la COB. Aujourd'hui, on appelle ça l'autorité des marchés financiers pour les plus jeunes. Forte de cette expérience, elle embrasse par la suite une carrière d'avocat. Elle devient la première femme associée du cabinet Darrois, où elle va dominer le monde du droit boursier en France pendant de nombreuses années. Elle a été une avocate redoutable, une technicienne hors pair. Les Échos, dans un portrait qui lui a été consacré, la qualifient de bibliothèque ambulante du droit boursier. Mais elle est dotée de ce supplément d'humanité qui fait la marque des très grands avocats. Elle a été chargée dès 2018 par Laurent Fabius de piloter la Nuit du droit et mis depuis 7 ans dans ce projet toute sa détermination, sa gentillesse, son dynamisme et sa force de persuasion, qui auront évidemment grandement contribué au succès exceptionnel de cet événement annuel, dont l'organisation nécessite, je pense, presque un plein temps. En vous remerciant donc encore une fois chaleureusement, chère Marie-Noëlle, de votre présence parmi nous ce soir, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel. Mes amis du corps enseignant et mes jeunes amis du corps étudiant, d'abord, sachez que je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir. Il est vrai, comme le disait Emmanuel, que j'ai choisi Dauphine parmi 225 autres nuits du droit, quoique, même si je serais bien allée ce soir à Papeete, à Nouméa, en Guyane, c'était quand même plus facile, habitant à Paris, de venir à Dauphine. Et surtout, c'était très tentant, d'abord parce que j'apprécie beaucoup Emmanuel, parce que j'ai des jeunes amis qui sont étudiants parmi vous, parce que le sujet de ce soir m'intéresse tout particulièrement, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, sauver la du Barry, c'est quand même un beau projet, surtout vu les conditions dans lesquelles
Elle a été guillotinée dans les années terribles que la France a connues au moment de la Révolution. Bref, pour toutes ces raisons, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors, il est vrai que la Nuit du droit a pris naissance en 2017, mais elle était alors circonscrite seulement au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que Laurent Fabius a fait un galop d'essai pour voir si c'était tentant pour les gens qu'il avait invités. Comme la Nuit du droit 2017, circonscrite au Conseil constitutionnel, avait été un succès, il m'a demandé en 2018 de faire en sorte de l'étendre au territoire national. Et donc, à partir de 2018 et jusqu'à cette année, toute seule, dans mon petit bureau, avec mon petit ordinateur, je sollicite tous les acteurs du droit, c'est-à-dire les grandes écoles comme la vôtre, les facultés de droit, les juridictions judiciaires, les juridictions administratives, les instituts d'études judiciaires, et le succès de la Nuit du droit aidant, j'ai de nouveaux acteurs qui apparaissent, par exemple des mairies qui font une Nuit du droit autonome, la région Nouvelle-Aquitaine qui crée 3 nuits du droit dans chacune des anciennes capitales régionales, c'est-à-dire Bordeaux évidemment en tout premier lieu, et puis Poitiers et Limoges. Et donc c'est un événement qui s'est étendu à tout le territoire, comme je vous le disais tout à l'heure, y compris dans les Outre-mer, puisque il y a une nuit du droit à Cayenne, il y a une nuit du droit à Papeete, il y a une nuit du droit à Nouméa, il y a une nuit du droit à Saint-Denis qui s'est groupée avec Saint-Pierre de la Réunion pour faire une nuit du droit commune. Et dans tous ces lieux que j'énumère, souvent les acteurs travaillent ensemble, c'est-à-dire les juridictions judiciaires aux côtés des juridictions administratives, aux côtés des facultés de droit, aux côtés des instituts judiciaires, aux côtés des CDAC, CDAD, et donc c'est devenu un événement qui crée du lien. Donc c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'en occuper et à voir que le nombre de nuits du droit augmente d'année en année. Et parmi les sujets qui vont être traités ce soir, je ne peux pas me souvenir de 226 sujets, vous pensez bien. Alors je salue tout particulièrement ici le partenaire 2025 de la Nuit du droit qui est Lefebvre Dalloz et qui a mis à la disposition des organisateurs qui le souhaitaient un documentaire sur l'intelligence artificielle pour faciliter la mise en place de certaines nuits du droit au sein d'institutions qui disposaient de peu de temps ou de peu de moyens pour créer cet événement localement. Donc merci à Lefebvre Dalloz d'avoir fait cet effort. Merci aussi à la direction des services judiciaires d'avoir mis à la disposition des juridictions des documentaires pour lesquels aucun droit d'auteur n'était à régler, la chancellerie réglant à ce moment-là les droits d'auteur. Et ça, c'est quand même une aide considérable parce que les professionnels du droit que j'ai cités tout à l'heure sont tout de même extrêmement occupés. Alors, parmi les sujets évoqués, outre l'intelligence artificielle dont je viens de parler, il y a des sujets très divers. Il y a des sujets de droit public au sens très large. Il y a, par exemple, Donald Trump peut-il agir sans limite? Ça, c'est un thème de Nuit du droit. Crise de régime, crise politique ou crise société, la mesure des anxiétés, ça c'est à la Fondation Charles de Gaulle. Le Code civil des Français, ça c'est à la Fondation Napoléon. J'ai aussi pas mal de sujets sur l'environnement. Les arbres devraient-ils pouvoir plaider? D'autres sujets comme des sujets historiques, des sujets littéraires, par exemple la Sciences Po Paris, c'est art et constitution. En Alsace, le droit applicable aux sorcières au Moyen-Âge. J'ai aussi comme sujet de Nuit du droit, alors que je me souvienne, je vais quand même jeter un coup d'œil sur ma petite feuille, si vous le permettez. Alors, les arbres peuvent-ils plaider? Ça, je m'en souvenais. Ah oui, beaucoup de cold cases
qui passionne les foules dans les villages parce qu'il y a quand même des tout petits tribunaux judiciaires. Par exemple, savez-vous quel est le plus petit tribunal judiciaire? Alors, c'est le tribunal de Mende, dans la Lozère. Eh bien, sachez que chaque année, le tribunal de Mende fait une nuit du droit. Et donc, il y a une nuit du droit à Mende, comme il y a une nuit du droit au tribunal judiciaire de Paris, à la Cour d'appel de Paris et à la Cour de cassation demain. Et j'ai accepté la date du 3 parce qu'il y avait aujourd'hui la grève et que les gens craignaient de ne pouvoir se rendre au lieu où ils avaient décidé d'aller. Alors, j'avais aussi comme sujet « On a tué l'abbé ». Mais la faculté de théologie de Lille ne m'en a pas voulu puisqu'il crée une nuit du droit sur le droit canon. Donc, je vous l'ai dit, le traitement des sorcières en Alsace, des quiz juridiques, des escape games, des meurtres au tribunal, ça fait Flores, des forums de métiers du droit, des ventes aux enchères d'objets saisis au cours d'une enquête pénale, et enfin, à Dauphine, Sauver-la du Barry, et j'ai quand même quelques procès reconstitués qui sont de nature à la fois artistique, littéraire et historique. Donc, vous qui êtes des jeunes étudiants dans une grande école prestigieuse, voilà, ne faites pas comme Jeanne du Barry, ne vantez pas votre âme, ni ne perdez votre vie pour quelques diamants que vous êtes imprudemment allés rechercher là où elle croyait les y avoir laissés dans une période plus que troublée. N'oubliez jamais que l'élite, c'est l'élite au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire la qualité qualitative des individus. C'est seulement à ce seul titre que vous pouvez être meneur d'hommes. Regardez toujours vers le haut, ne regardez jamais vers le bas. Restez vous-même, ne cherchez pas à être aimé. Bref, ne vendez pas votre vie pour quelques diamants. Merci beaucoup, cher Marie-Noëlle. On va accueillir donc Thomas Demski de l'association JAD Juristes à Dauphine qui va nous faire ce petit rappel, cette remise en perspective sur le procès de Jeanne du Barry. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Dauphine pour cette édition 2025 de la Nuit du Droit. Ce soir, nous vous invitons à un voyage dans le temps, à une audience où le droit et l'histoire se confrontent. Une audience qui se tient au cœur de la période la plus sombre et la plus violente de la République française, de la Révolution française, la Terreur. Imaginez, nous sommes en 1793. La monarchie est tombée, le roi Louis XVI a été exécuté. Le couperet de la guillotine s'abat chaque jour sur la place de la Révolution. La suspicion est partout. Dans ce chaos, une femme est arrêtée et traduite devant le tribunal révolutionnaire. Elle n'est pas politicienne, pas conspiratrice. Elle est un symbole, celui d'un monde aboli, celui des fastes et des privilèges de la cour de Versailles. Cette femme, c'est Jeanne Bécu, comtesse du Barry, la dernière favorite officielle du roi Louis XV. Pour ses accusateurs, elle incarne la corruption de l'Ancien Régime. L'imagerie populaire, on a fait une courtisane frivole, une créature de luxe et de scandale. Mais derrière ce portrait à charge, elle était bien davantage. Femme indépendante, amante sincère du roi, amie des arts, elle a marqué son époque par sa liberté et sa singularité. Après la mort du roi Louis XV, elle se retire à Louveciennes, où elle élève un jeune enfant venu du Bengale, nommé Zamore. Mais la Révolution emporte tout. Accusée d'avoir intrigué contre la nation, trahie par son protégé, elle est arrêtée et traduite devant le tribunal révolutionnaire. Face à elle, la justice révolutionnaire, expéditive, politique, inflexible. Une machine conçue non pas tant pour juger que pour éliminer les ennemis de la République. Là, elle affronte l'accusateur public, Fouquier-Tinville, et le président Dumas, magistrat aux ordres d'un pouvoir de plus en plus violent. À ses côtés, elle trouve l'avocat Chauveau-Lagarde, déjà défenseur de Marie-Antoinette. Mais l'issue, nous le savons, sera tragique. Guillotinée en décembre 1793, Jeanne du Barry implore avant de mourir « Encore un instant, monsieur le bourreau ». Mais ce soir, nous rouvrons ce procès et avons peut-être l'opportunité de changer le cours de l'histoire. Les avocats que vous allez voir sur scène ne viennent pas du tribunal révolutionnaire de 1793, ce sont 4 avocats d'aujourd'hui, ancrés dans notre temps. Ils ont choisi de reprendre ce dossier que la Révolution avait scellé dans le sang.
À l'aune de nos lois, nos principes de justice et les garanties que nous tenons pour essentielles, ils vont confronter leurs arguments dans un débat passionnant. Leur mission, plaider à nouveau une cause que tout semblait perdu d'avance. Ce soir, cette scène devient la barre d'un tribunal. Et vous, public, devenez les jurés. Oubliez vos préjugés et écoutez les plaidoiries. Je vous souhaite une excellente représentation. Place au théâtre et place au droit. Qui a encore eu... Oh. Non, mais franchement, qui a eu cette idée-là, hein? Nous faire rejouer le procès de la Dubarry. Non, mais... Il était couru d'avance, ce procès. Il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est ça? Ouais. Non, mais pourquoi pas nous demander de sauver Hitler pendant qu'on y est? Oh, arrête, hein? Bah arrête, oui. Arrête. Non, mais je vous le dis, hein. On perd notre temps. Belle conception de ton métier, dis-moi. Mais parce que la Dubarry, tout le monde connaît son histoire. Tout le monde sait pertinemment qu'elle n'a eu que ce qu'elle méritait. C'est vraiment grotesque. Ouais, ben j'espère que tu réagis pas comme ça chaque fois qu'un client sort de ton bureau où je donne pas cher de ses chances de succès. Hein. Avec cette mentalité, t'as plutôt intérêt à te faire payer d'avance, voire même à changer de métier. Oui. Et en plus, il est beaucoup plus intéressant qu'il en a l'air, ce procès. Qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Non mais franchement, depuis que je te connais, depuis que je travaille avec toi, je sais que tu aimes les causes perdues, mais je t'assure, il y a quand même des limites. Mais je te l'ai déjà dit, la cause perdue, ça n'existe que dans la tête de celui qui n'y croit pas. Excusez-moi, oui, je suis en retard, mais il y a des grèves, Ah oui. des cagettes dans la rue, Oui. je perds la tête aujourd'hui. Tiens, c'est pour toi. le Louis dossier. XV. Jette un œil. Les causes perdues, ça n'existe que dans la tête de celui qui n'y croit pas. Pourtant, il y a toujours quelque chose à faire. La Dubarry, elle est née fille naturelle d'une couturière et elle est devenue la favorite du roi après son mariage. Oui, elle est née, elle s'est mariée et elle a pris un amant. Après tout, ça reste une femme. Mais tu trouves pas ça curieux qu'elle vienne de là? Elle venait plutôt d'en haut, les favorites royales, la Pompadour, la Montespan. Sacré parcours tout de même. Plutôt de nature à exciter la jalousie. Une femme qui fait son chemin, c'est toujours plus facile de dire qu'elle n'y est pas arrivée à la loyale. Ça laisse de l'espoir aux autres. Et si c'était ça, l'explication? Non mais arrête un peu avec ton féminisme à deux balles. Et puis de toute façon, ça change rien au procès. C'est vrai. Le plus étonnant, c'est que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle n'a joué aucun rôle politique majeur. Et pourtant, ça n'a pas empêché Choiseul de demander au roi de la renvoyer en 1774. Oui. Et 20 ans plus tard, alors qu'elle vit tranquillement dans son château de Louvciennes, cette fois-ci, c'est le peuple qui l'accuse de correspondre avec les émigrés et qui l'envoie se faire couper la tête. Alors ça non plus, ça te surprend pas. De quoi? On vient de chercher quelqu'un 20 ans après sans même savoir quoi lui reprocher. Et la prescription, le droit à l'oubli, t'en fais quoi? Mais c'était une autre époque, il fallait des symboles. Et puis ose me dire qu'elle n'en a pas profité. Hein? Oui. Elle a payé, tout simplement. Peut-être un peu tard, mais elle a payé. Non, mais, écoutez-moi là au lieu de vous disputer. Celui qui a porté l'accusation, c'est Antoine Fouquier-Tinville, le tombeur de Marie-Antoinette. Il n'avait pas beaucoup de chance de s'en tirer. Ceux qui ont échappé à la guillotine après être passés devant lui, je crois bien qu'on les compte sur les doigts de la main. En revanche, mais qui est-ce qui a présidé l'audience? Attends, je regarde. Pardon. Alors... Ah, tiens. René-François Dumas,
Ouais. Surnommé du Malheureux à cause de la couleur de ses cheveux. Bah tiens, c'est curieux aussi ça. Il a été désigné au dernier moment parce que son prédécesseur, Martial Herman, a été sanctionné pour avoir été trop indulgent envers Charlotte Corday. Ah bah, ça en dit long sur l'égalité des chances. Non, mais au fond, tu as peut-être raison. Elle n'a pas dû avoir sa chance ce jour-là. Un affreux procès politique de plus, en somme. Citoyenne, avancez à la barre. Et veuillez indiquer au tribunal vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance. Jeanne Vaubernier, épouse du Barry, née à Vaucouleurs, il y a 42 ans. 42 ans, avez-vous dit? Le document que le tribunal a sous les yeux indique bien que vous êtes né à Vaucouleurs, mais en 1744, soit il y a 49 ans. Mais mon acte de naissance n'a jamais été retrouvé, Monsieur le Président. Et puis 42 ou 49 ans, quelle importance. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la raison de ma présence devant vous. Ici, vous n'avez ni à croire ni à nous faire part de vos impressions. Je rappelle que vous êtes accusé d'avoir entretenu des relations avec plusieurs émigrés et de conspiration contre la République. Alors contentez-vous de répondre. Asseyez-vous. Vous avez déclaré lors de l'instruction être né d'une couturière, la citoyenne Anne Bécu, et d'un moine paillard, frère Ange de Vaubernier, que vous n'avez jamais connu. La générosité de votre beau-père, un certain Nicolas Rançon, aurait permis de vous inscrire au couvent de Saint-Or, où vous êtes resté 9 ans. Pourriez-vous nous expliquer quelles ont été vos occupations, si je puis les qualifier ainsi, entre votre sortie du couvent et votre rencontre avec l'avant-dernier tyran? Elles ont été diverses, Monsieur le Président, très diverses. J'ai commencé par travailler dans une boutique de mode de la rue Saint-Honoré spécialisée dans la confection de chapeaux. Puis j'ai été employée 5 mois chez un coiffeur nommé Lamette. Je n'avais d'autre but que de gagner ma vie. Mais j'ai dû quitter ces 2 emplois suite à des différends d'ordre, disons, plus personnel. Qu'entendez-vous par là? J'entends que j'avais entretenu des relations dépassant le strict cadre de mes fonctions avec certains clients, ainsi qu'avec Lamette. Je ne voyais pas de raison de s'offusquer, mais le souci de respecter les prétendues convenances, la jalousie l'ont emporté. Vous avez, citoyenne, une singulière vision des choses. L'instruction a démontré que vous avez passé le plus clair de votre temps à faire commerce de votre corps et à tirer profit des relations entretenues avec des malheureux dont vous suscitiez le désir. Mais j'ai eu des aventures, Monsieur le Président, c'est vrai, mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'un délit. J'ignorais également que l'attirance que j'ai pu exercer sur les hommes devait m'interdire toute relation avec eux. À quel titre vous permettriez-vous de juger? Et pourquoi dénier aux autres le droit de vivre comme bon leur semble? Votre déclaration des droits ne mentionne-t-elle pas que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui? Eh bien, je vous affirme aujourd'hui, devant Dieu, n'avoir jamais violé ce principe. Puis-je ajouter, Monsieur le Président, je pense que vous ne traiteriez pas de la même manière un homme dont le seul tort aurait été d'accumuler les conquêtes. Pourquoi faudrait-il qu'une femme qui a des amants soit considérée comme une catin, alors qu'un homme qui multiplie les maîtresses a droit au beau titre de séducteur? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ce jour-là? On ne cesse pourtant de le répéter, il ne faut jamais faire le procès de ces juges. Et elle n'a rien trouvé de mieux que d'entrer immédiatement en conflit avec eux. Pourquoi jouer la séductrice alors qu'elle risquait sa tête? Pourquoi leur jeter à la figure la déclaration des droits, qui était leur bien le plus précieux?
Je sais, moi, ce qu'il aurait fallu lui conseiller à Jeanne. Il fallait lui dire de la jouer modeste. Je suis là devant vous aujourd'hui, vous me dites que j'en ai bien profité. Eh bien oui, j'en ai profité. Mais vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? C'était quoi mon alternative? Voilà ce que je lui aurais dit, moi. Pourquoi ne pas leur crier, madame, qu'ils sont en train de passer à côté de ce que vous êtes? Pourquoi vous définir précisément comme ils le souhaitent? Pourquoi vous présenter d'abord comme une séductrice? Vous êtes bien autre chose, madame, mais il vous appartient de les aider à le comprendre. Ils ne sont pas disposés à comprendre. Ils ont rayé d'un trait de plume mes 15 premières années. Leur parlerai-je de mes souffrances d'enfant qu'ils me répondraient que là n'est pas le sujet? Ils sont incapables de s'imaginer ce que représentent 9 ans de solitude enfermée entre les murs d'un couvent de la rue Tournefort. 9 longues années passées seules dans une petite robe blanche en serge d'omale surmontée de 2 voiles noires qui descendaient au front et cachaient mes cheveux. 9 longues années, lors desquelles la même journée s'est écoulée comme une rengaine, lever 5 heures, messe à 7 heures, déjeuner 11 heures, souper 6 heures de l'après-midi, coucher 9 heures du soir, dans un dortoir sinistre et non chauffé. 9 ans, oui, j'ai étouffé pendant 9 ans, sans amis, sans sœurs, et 9 ans sans respirer, sans personne à qui se confier. C'est long, très long. Ils ne peuvent donc pas comprendre que lorsque je suis enfin sortie, je n'aspirais qu'à vivre, qu'à m'amuser. Je ne connaissais même pas le sens de ce mot. Ni l'époque ni l'heure ne sont à l'amusement, madame. Eux non plus ne savent pas ce que ce terme veut dire. L'amusement, aujourd'hui, c'est juste un privilège qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils ont juré d'abattre. Souvenez-vous comment cette anodine affaire du collier a conduit à la perte de Marie-Antoinette. Elle n'avait rien à se reprocher, elle ne les avait jamais acceptés, ces diamants. Mais personne ne se souciait de la vérité. Et pourtant, un seul mot de sa part, condamnant l'escroquerie, aurait pu tout changer. C'est le moment des malheureux, des rejetés de la fortune, des va-nu-pieds. Votre temps, celui des courtisanes, est terminé pour de bon. Si vous voulez sauver votre vie, vous devez choisir votre camp. Et votre camp, maintenant, c'est le leur. Il n'y a plus de place pour la demi-mesure. Alors dites-leur d'où vous venez. Rappelez-leur votre absence de père, rappelez-leur votre solitude. Et plutôt que votre aventure avec Lametz, racontez donc le quotidien d'une apprentie coiffeuse dans ce Paris des misérables. Ils vous comprendront, madame, lorsqu'ils pourront voir en vous l'une de leurs semblables. Je n'ai à m'excuser ni de ce que j'ai fait, ni de ce que je n'ai pas fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure était vrai. Pourquoi me faudrait-il effacer ce passé? Mon passé, il n'est ni glorieux, ni misérable, il a été, c'est tout. J'avais 16 ans, on me disait jolie, les hommes se retournaient sur mon passage, mais quel crime! Quelle faute y avait-il à entretenir une relation avec Lametz? C'était un bon amant, célibataire. Ce qu'il a dépensé pour moi, après tout, il l'a voulu. Et je sais encore qu'aujourd'hui, c'est avec émotion qu'il se souvient de ces quelques mois. En m'accusant de luxure, ils ne font en fait que me reprocher mon audace, ma liberté. Cette liberté qu'envers et contre tout, j'ai tenté de préserver. Je n'ai jamais transigé sur l'essentiel. Alors oui, comme tout le monde, il m'est arrivé d'enjoliver la vérité. Ce matin, je n'ai pas résisté à la coquetterie de me rajeunir de 7 ans. Et le regard lancé par le président a, je l'avoue, satisfait mon orgueil de femme. Mais la coquetterie n'a jamais conduit personne à l'échafaud. Et un tribunal révolutionnaire ne condamnera pas à mourir guillotinée une femme qui n'eut comme seul tort que de vouloir être libre. Prenez garde, madame, vous êtes bien confiante ou alors bien naïve.
Ceux qui vous jugent n'ont jamais connu cette liberté qu'ils entendent sanctifier. Alors ils n'hésiteront pas à vous la confisquer, par jalousie, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout parce que votre parcours les renvoie à leurs propres limites. Je vous supplie de me croire lorsque j'affirme qu'ils oseront peut-être même aller plus loin et vous ôter la vie. Vous devez donner l'impression de comprendre leur colère, aussi grotesque soit-elle à vos yeux. Ils ne voient en vous qu'une courtisane avide de pouvoir. Montrez-leur qu'avant de devenir la Dubarry, vous n'étiez que la fille d'une femme de chambre et d'un moine paillard. Quel moyen avez-vous employé pour subvenir à vos besoins? J'ai été employée comme femme de chambre chez la veuve d'un fermier général, Madame Dutelet de la Garde, qui vivait dans un vaste domaine de la Courneuve. J'entretenais de bonnes relations avec ses 2 fils, et sans ambiguïté aucune, si vous me permettez d'anticiper votre question. Ce fut la première période paisible de ma vie. Malheureusement, l'une de ces belles filles est tombée amoureuse de moi, comme vous le savez sans doute. Je n'ai jamais eu d'attirance que pour le sexe opposé, et à nouveau j'ai dû partir. La répétition de tels faits ne peut qu'étonner. Je crois plutôt que votre appétence pour la séduction a poussé certains êtres faibles à des comportements extrêmes dont vous portez la responsabilité. Si j'ai bien compris, c'est peu après que vous avez fait la connaissance de Jean Dubarry. Probablement allez-vous nous dire que lui aussi fut ébloui par vos charmes. Je sais parfaitement ce que vous entendez par là. Mais la justice ne consiste-t-elle pas à comprendre les raisons qui nous poussent à agir? En ce qui me concerne, et jusqu'à ma rencontre avec le roi, je n'ai cherché qu'à gagner ma vie. Chassée de chez les Dudley, j'avais trouvé un emploi de modiste chez une demoiselle Labille, rue Neuve des Petits Champs. Mon travail consistait à porter, chercher les tissus chez les clients. Oui, c'est vrai, il m'est arrivé de m'occuper d'autre chose, de partager le lit de ceux qui nous avaient passé commande. Certains m'ont même payé. Mais quel mal à cela! Je n'avais pas d'attache. Et puis, je n'ai jamais aimé dormir seule. À qui cela pouvait-il nuire? Il est facile aujourd'hui de donner des leçons de morale. L'Almanach de Paris, sur lequel je n'ai jamais figuré, ne recensait-il pas officiellement les filles publiques? Alors, Monsieur le Président, qualifiez-moi de séductrice, mais n'allez pas plus loin. Vous n'en avez pas le droit. Vous vous éloignez du sujet, citoyenne. Je vous interrogeais sur Jean Dubarry. Un jour, lors d'une partie de jeu, j'ai vu arriver un homme qui ne différait en rien des autres, plutôt même plus petit, plus laid, plus vieux que la plupart. C'était Jean Dubarry. Ou plutôt Jean-Baptiste Dubarry, comte de Barry-Cérès, vidame de Châlons en Champagne. Il était de 20 ans mon aîné, vantard comme personne, à ce point dépourvu de scrupules qu'il était surnommé le roué. Il tomba fou amoureux, si tant est que ce terme ait un quelconque sens pour un tel homme. Il me proposa de m'installer chez lui, puis de m'introduire à la cour afin de me présenter à son ami, le maréchal-duc de Richelieu, qui, selon ses mots, me présenterait hommage, adoration. Celui-là même que sa vie de débauche avait conduit 14 mois à la Bastille pour avoir tenté de séduire sa marraine. Lui-même. Mais je n'en savais rien. Et puis, il n'est ni le lieu, ni l'heure de vous mentir. Je n'aurais probablement pas été vivre chez lui s'il avait été pauvre et sans relation. Mais je mets au défi quiconque avoir effectué un autre choix à 18 ans. Qui aurait refusé une telle proposition? Alors je l'ai suivi, sans grande illusion, mais avec l'espérance secrète que quelque chose ferait basculer mon destin. Cet aristocrate à moitié dégénéré, comment s'y est-il pris pour vous faire passer de son lit à celui de l'avant-dernier tyran? Je n'ai jamais eu pour but de devenir la maîtresse du roi. Louis était affaibli. Depuis la mort de plusieurs de ses enfants, petits-enfants, ceux qui gravitaient autour de lui cherchaient à lui redonner le goût de vivre, à s'attirer ses bonnes grâces.
Richelieu n'avait jamais été ministre. Il était persuadé qu'en choisissant lui-même la nouvelle favorite, il s'attirerait la confiance de Louis et remplacerait Choiseul. Il exécrait. Alors oui, j'ai joué un rôle dans ce vaste jeu qui me dépassait, Monsieur le Président. C'est ainsi, et j'en suis ni fière, ni honteuse. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que votre amant du moment et le cardinal de Richelieu vous ont volontairement poussé dans les bras de l'ancien tyran. Mais le roué avait de perpétuels besoins d'argent. Poursuivi par ses créanciers, il s'était mis en tête de faire de moi la nouvelle Pompadour, afin de retrouver du crédit à la cour. Je me suis laissé faire. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, que je n'avais connu que le couvent, les arrière-salles de boutiques sans éclat. Alors oui, ce monde nouveau m'a fascinée. C'est allé très vite. Du Barry s'est entretenu de ce projet à Richelieu, qui prit contact avec Lebel, le valet de chambre du roi, pour lui vanter mes mérites, ou plutôt mes atouts. Une rencontre fortuite fut arrangée dans les jardins du château de Versailles, suivie de plusieurs autres. Vous connaissez la suite. Mais je vous interdis. Je vous interdis de laisser penser, comme tous ces chansonniers, que ma rencontre avec Louis le bien-aimé ne fut que le résultat de la conspiration menée par le roué, avec la complicité d'un débauché et d'une gâtin. Ce fut bien autre chose. Un autre chose que je souhaite à tous ceux qui sont dans cette salle de vivre. Un autre chose qui, par-delà la mort, les malheurs, les trahisons, a transcendé ma vie. Et j'espère aussi la sienne. Oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'acte de mariage conservé à votre dossier mentionne comme votre époux le sieur Guillaume du Barry et non son frère, Jean-Baptiste? Mais c'est encore une fois bien simple. À cette cour que vous détestez tant, il était interdit d'y paraître seul. Il me fallait donc un mari. Le roué finit par m'avouer qu'il était déjà marié à une certaine Ursule de Vernon-Grèze, abandonnée aussitôt après avoir versé sa dot. Bref, il ne pouvait plus jouer ce rôle. Alors il demanda à son frère Guillaume, un capitaine de marine retiré à Toulouse, de bien vouloir se dévouer. Oh, le brave homme ne se fit pas prier. Il se précipita à Paris contre la promesse d'une pension de 5000 livres. Autrement dit, vous reconnaissez avoir contracté un mariage blanc en instant à la fois le consentement et le départ de votre époux. L'accusateur public saura vraisemblablement tirer les conséquences de cet aveu, madame. Ah, quelle joie, madame, de vous revoir ce soir. Ah, ce bon Lebel n'a décidément pas son pareil pour organiser des rendez-vous secrets. Quel homme précieux! Ah. Le temps m'a paru long depuis notre dernière rencontre. Je désespérais de retrouver un jour votre si ravissant visage et de deviner avec émotion votre corps. Sous cette robe trop sage pour vous. Vous êtes bien bon, sire, et j'étais tout aussi impatiente. Ce que vous m'avez écrit hier m'a bouleversée. Je pensais n'être destinée qu'à vous divertir et je sens qu'il y a bien plus. J'en suis heureuse et effrayée en même temps. Je connais les hommes, sire, et je ne sais trop bien que la faveur qui m'est aujourd'hui accordée pourrait revenir demain, une autre que moi, plus jeune, plus désirable à vos yeux. Non, j'aimerais tant vous rassurer, madame. Il ne m'a que trop rarement été donné ce que j'ai ressenti il y a quelques jours. Ces dernières années furent si dures que je ne pensais plus retrouver un jour le goût merveilleux du bonheur. Il est bien cruel de perdre d'un coup tous les êtres qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours sur cette terre. Ma tendre Madame de Pompadour, ma compagne, mon amie pendant 20 ans. Louis-Ferdinand, mon fils, terrassé par la tuberculose. Et puis Marie-Joseph, son épouse, la tuberculose encore. Tous ces deuils avaient redonné vie à mon vieux penchant pour la mélancolie. Il y a bien des remèdes à la mélancolie, sire. Et les rois ont au moins ce privilège sur nous autres mortels de ne pas avoir le temps d'être tristes. Oh, ils n'en ont tout simplement pas le droit, madame. Le roi de France n'a qu'un devoir,
celui de continuer de remplir la tâche que les hasards de la naissance lui ont confiée. Oui. J'ai fait mon possible et l'histoire me jugera. Mais je suis là depuis bien trop longtemps. Elle est passée l'époque où il me surnommait le bien-aimé. Et les démonstrations d'affection ont laissé la place aux tentatives d'attentat et aux injures. Je suis vieux et le temps m'est compté. Mais vous êtes là, madame. Et ce jour d'avril où je vous vis pour la première fois, oui, ce fut le début d'un renouveau. Je vous écoute, je vous plains, je vous remercie en même temps de m'initier au bonheur. J'ignorais tout de ce mot, à peine avais-je appris à m'amuser. Alors je vous l'avoue aujourd'hui, lorsque la possibilité de vous séduire s'est présentée, j'ai cru qu'il s'agirait d'un jeu de plus. Certes, plus excitant que les autres, mais un jeu tout de même. Et puis, notre première nuit m'a flattée et séduite. Vous êtes un bien vigoureux amant, si on ne m'avait pas trompé là-dessus. Et j'ai compris la fragilité qui se cachait derrière le souverain inflexible, le vainqueur de Fontenoy, le conquérant de la Lorraine. J'ai compris aussi que vous n'aviez jamais fait le deuil de votre absence d'enfance, que votre énergie n'était qu'un antidote à votre mélancolie. Vous avez probablement raison, mais je vous le disais, madame. La vie des rois n'est qu'une suite de choix imposés par les usages et les circonstances. Voyez-vous que mon aïeul, Louis XIV, le roi Soleil, se soit un jour remis de la perte de son père lorsqu'il avait 4 ans? Croyez-vous qu'il ait une seule journée oubliée l'humiliation vécue lorsque le peuple de Paris se précipita dans sa chambre pour vérifier qu'il dormait bien dans son lit et qu'il n'avait pas fui devant la fronde? Il avait à peine 13 ans. Et moi, je n'en avais pas 2 lorsque je devenais orphelin. Mon père et ma mère avaient quitté ce monde à 6 jours d'écart, terrassés par la rougeole, et je devenais l'héritier du trône de France. Alors mon grand-père me confia un précepteur, et quelques mois plus tard, sentant son heure venir, il me demandait d'accueillir ici avec lui à Versailles l'ambassadeur de Perse. Quelques jours après, il était mort, et j'étais roi. Je puis vous le dire, madame, le prétendu séducteur d'aujourd'hui n'a jamais oublié l'enfant timide et apeuré qui se sentait déjà écrasé sous le poids de sa charge. Je crois, madame, qu'on passe une grande partie de sa vie à tenter de dompter des blessures d'enfance qui ne cicatrisent jamais. Mais au moins, cette vaine recherche nous donne-t-elle l'illusion de maîtriser un peu le cours de notre destin? Les rois, sire, n'ont pas le monopole de la souffrance. Vous n'avez pas connu votre père, mais vous savez au moins qui il était. Le mien, je ne sais guère que son nom et c'est une grande souffrance. C'est un long chemin qui mène au bonheur. Alors je rends grâce à la vie, sire, pour notre rencontre. Mais l'avenir m'effraie. Choiseul, d'Épernon. Je sais qu'ils sont nombreux à vouloir mettre fin à notre histoire. Et n'étant pas habituée à aimer, je ne le suis pas non plus à souffrir d'amour. Les obstacles sont faits pour être franchis, madame. Et j'y veillerai, faites-moi confiance. Mais nous n'en sommes pas encore à demain et à son cortège de soucis. Cette délicieuse soirée de printemps n'est-elle pas propice à nos amours? Et la poursuite de cette nuit où vous avez promis de m'initier enfin à ce fameux saut de l'anguille? Je tiens toujours mes promesses, sire, et a fortiori lorsque le respect a le plaisir pour seule conséquence. Et puis n'est-il pas un devoir d'obéir à son souverain lorsqu'il se plaint comme vous d'avoir devant lui une femme habillée trop sagement? Vous n'aviez, Majesté, qu'à m'ordonner d'ôter les 2 premiers boutons de cette robe. Je n'aurais eu d'autre choix que de m'exécuter. Ce salon ne me semble plus le cadre idéal pour nos discussions. Alors passons dans ma chambre. Et cette fois-ci, c'est en ordre. Vous pensiez probablement pouvoir mener jusqu'au bout votre conspiration. Maître, j'espère que ces quelques mots vous trouveront avant la reprise des débats. Ils n'ont d'autre visée que de vous faire part de mon désarroi. Sans doute en suis-je en grande partie responsable, car je ne m'étais pas préparé à cette épreuve. Je pensais me trouver devant des juges qui me questionneraient sur mes agissements depuis le début de la Révolution, et je me retrouve devant un tribunal inquisiteur, inscrivant à charge tous les éléments de ma vie. Vous pensiez que je serais suffisamment naïf pour croire à ces balivernes? Vous pouvez la voir tous les jours, votre cliente, maître. Elle ne vous pouvait pas ignorer ce qui allait lui arriver.
alors ce n'est pas pour se plaindre de son sort qu'elle vous écrit, mais bien pour partir d'ici cette nuit, et vous le savez. Le tribunal révolutionnaire a de la mémoire, je vous la garde. Et il ne se laissera pas prendre 2 fois au même piège. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé à la conciergerie le 30 août dernier? Dois-je vous rappeler que la veuve Capet avait soudoyé les concierges pour qu'on lui ouvre la porte du cachot et remis 400 louis d'or au gendarme Gilbert? Dois-je vous rappeler également que si Gilbert n'avait pas recouvré les esprits à temps, elle serait loin, la veuve Capet. En Autriche, peut-être. Et qu'elle y dirigerait les troupes de la contre-révolution. Et dois-je vous rappeler enfin que c'est une lettre, une simple lettre, comme celle-ci, cachée dans 2 œillets, remise par le chevalier de Rougeville qui avait établi les bases de ce complot. Non! Il n'est pas naïf, le tribunal révolutionnaire, maître. Et il fallait trouver autre chose pour le duper. Je peux voir cette lettre, Monsieur le Président? Comment peut-on me juger, maître, sans chercher à connaître les alternatives qui s'offraient à moi? Me reprocher ce mariage blanc, quelle injure au bon sens et à la raison. J'avais à peine approché le soleil et il m'aurait fallu déjà fermer cette porte d'accès vers le bonheur. Sans mariage, je n'aurais eu d'autre choix que de retourner à jamais dans mes boutiques. Étais-je responsable de cet édit qui contraignait toute femme souhaitant paraître à Versailles à prendre un mari pour lequel elle n'éprouvait aucun sentiment? Étais-je donc plus à blâmer que tous ceux qui, pendant des siècles, ont organisé les noces de souverains encore enfants et qui se rencontraient pour la première fois la veille de leur union? Étais-je donc plus à blâmer que ceux qui avaient conçu le projet délirant de fiancer mon Louis, âgé de 11 ans, avec Marianne de Bourbon, qui n'en avait que 3, et à laquelle il ne pouvait offrir autre chose qu'une poupée? Étais-je donc plus à blâmer que ces mêmes conseillers remplaçant à la hâte cette pauvre enfant par Marie Leschinska, venue tout droit de Suède, alors que le roi n'était toujours pas sorti de l'adolescence? Vous avez absolument raison, Monsieur le Président, c'est un complot. Cela saute aux yeux, il n'y a pas de place pour le doute. Non mais n'aggravez pas votre cas, maître, je vous en prie. Les noms propres qu'il y a dans cette lettre, vous savez comme moi que ce sont des codes pour fixer la date de l'évasion. Il est même probable que cette lettre ait été écrite en encre sympathique et que toute une partie ne nous est pas encore connue. L'encre sympathique, le meilleur moyen pour conspirer. N'est-ce pas comme cela que la Capet communiquait avec son suédois ici, à Fersen, le comte de Fersen, que je pense qu'on l'a laissé partir chez lui. Quelle erreur! Je peux continuer à la lire, cette lettre? Oui. Contrairement à eux qui ne cherchaient qu'à gagner un rang, je ne poursuivais d'autre but que le bonheur de celui que j'aimais. Alors oui, j'admets que la longue liste de mes privilèges puisse choquer ceux qui n'y auront jamais accès, mais je vous le demande à vous dont la parole demain représentera mon ultime chance de salut, 5 ans de bonheur dans une vie, constitue-t-il un crime? Eh bien, vous voulez que je vous dise la vérité, Monsieur le Président? La vérité, c'est qu'elle a bien raison. Vous ne pouvez pas supporter son bonheur. Et son histoire avec le roi aurait dû être l'affaire d'un soir. Elle serait venue témoigner de l'ingratitude des grands, de la luxure de la cour, et vous l'auriez laissé repartir. Peut-être même l'auriez-vous remercié. Mais cela n'a pas duré un soir. Cela a duré 5 ans. Et pendant ces 5 années, ce fut elle, la reine de France. Elle a suivi le roi partout et elle a tenu son rang. Voltaire, Frédéric de Prusse, ils sont tous tombés sous le charme. Et pendant ces 5 années, le roi, lui, a trouvé la force d'achever sa tâche. Et pour l'achever, vous savez comme moi ce qu'il a fait. Il a brisé les parlements qui l'empêchaient de réformer. Et il avait raison, mais le peuple ne l'a pas compris. Et il s'est soulevé. Il a pensé qu'on le privait de son dernier pouvoir, de son pouvoir de dire non, alors que c'était exactement le contraire, parce que les parlementaires ne décidaient pas pour le peuple. Ils décidaient pour eux-mêmes, et uniquement pour eux-mêmes. Et c'est cela que vous lui reprochez à elle, qui n'était pour rien, à elle qui a seulement donné au roi la force de se battre jusqu'au bout.
La voilà, la vérité. Hein? Alors, nul besoin d'inventer des histoires de complot et d'encre sympathique. Taisez-vous! Vous n'êtes pas à ma place. Un dernier mot, maître. Vous ne savez probablement pas que je suis systématiquement consulté pour la délivrance des certificats de civisme. Vous êtes en revanche trop bon juriste pour ignorer que toute personne ne possédant pas de certificat de civisme pourra être arrêtée n'importe où, n'importe quand. Nous nous reverrons tout à l'heure. Je reprendrai l'interrogatoire de votre cliente. Il ne tentera plus grand-chose maintenant. Je crois que nous la tenons. Je vous ai fait venir, madame, pour vous remercier. Merci pour ces 5 années où notre passion a triomphé des convenances, des pamphlets et des médisances. Vous m'avez rendu la joie et ce faisant, vous m'avez apporté la force d'assumer ma tâche jusqu'au bout. Merci également pour ces quelques jours où vous avez été la seule à me veiller nuit après nuit, ignorant la contagion et méprisant cette affreuse maladie qui me défigure. Vous êtes bien bonne, madame, et cette bonté ne fait qu'augmenter ma honte de vous révéler le véritable motif de votre venue ce matin. Mais n'ayez crainte, sire. Les augures des médecins ne m'ont jamais fait peur. Et si vous m'avez convoqué pour m'en informer, vous ne m'effrayerez nullement. D'ailleurs, je vois bien que votre état s'améliore, que votre vitalité vous sortira une fois encore de ce mauvais pas. Il est inutile de tenter de me rassurer, madame. J'en suis au 5e acte de ma vie, et il est toujours mauvais, le 5e acte. Personne n'a jamais guéri de la petite vérole, et pour moi, ce n'est qu'une question de jours. Non, autant vous le dire tout de suite. Vous n'êtes pas ici pour recevoir des nouvelles de ma santé. Je vous ai fait venir, madame, car il vous faut partir de suite. Mon confesseur exige votre départ pour me donner l'extrême onction. Et aucun roi de France n'a jamais quitté ce monde sans recevoir les sacrements du Seigneur. Nous avons vécu dans l'ignominie, madame. Et un roi, même à demi-mort, se doit encore à Dieu et à son peuple. Je ne puis que vous demander de vous résoudre et d'avoir l'ultime élégance de ne voir dans cet ordre que la marque de mon devoir. Je ne sais pas s'il me sera donné de rêver encore une fois dans ce monde, mais ce dernier rêve, soyez-en sûrs, serait pour vous. Un carrosse du duc d'Aiguillon passera vous prendre cet après-midi pour vous conduire dans sa propriété à Rueil. Vous voulez dire, sire, que vous m'avez convoqué dans le seul but de me congédier, comme un vulgaire valet? Mais avez-vous un instant imaginé que j'accepterais aussi facilement votre ordre? Pensez-vous vraiment que je vais rentrer gentiment, docilement dans ma chambre, faire mes valises et prendre la route de l'exil? Car je ne m'y trompe pas, sire. C'est bien en exil que vous voulez m'envoyer, un exil perpétuel, où mes ennemis, et vous savez qu'ils sont nombreux, se plairont à m'enfermer. Alors ce serait ça, le destin des favorites royales. Quelques mois, quelques années de bonheur, quelques petits tours dans le lit du roi, et puis les oubliettes. Aux oubliettes, Louise de la Vallière. Quelques galipettes avec votre grand-père, un peu de bonheur, mais c'était déjà trop, il fallut payer le prix. 36 ans enfermée au Carmel, et pourtant elle lui avait fait 5 enfants. Aux oubliettes, Madame de Pompadour. À 29 ans, c'était déjà fini, et il lui fallut se retirer sur ces terres de Saint-Ouen. 20 ans de solitude,
20 ans à s'entendre répéter qu'elle restait votre meilleure amie pendant que d'autres la remplaçaient dans vos draps. Vos oubliettes. Toutes. Vous ne m'empêcherez pas, sire, de m'indigner malgré tout le respect que je dois à mon roi et à l'homme malade que vous êtes. Il est trop facile de vous retrancher derrière la loi divine dont vous vous êtes accommodé jusqu'à maintenant pour me contraindre. N'êtes-vous pas jusqu'à l'ultime instant le roi de France et les hommes d'église ne vous doivent-ils pas obéissance? Partir maintenant, sire, ce serait effacer notre histoire. Ce serait donner raison à tous ceux qui n'ont cessé de me renvoyer mon passé à la figure. Ce serait accepter que vous puissiez rendre devant d'autres votre dernier souffle et considérer que je ne suis pas digne de rester à vos côtés jusqu'au bout. Avez-vous oublié, sire, nos nuits de Versailles, qui furent les seules de mon existence à concilier l'amour, l'allégresse? Avez-vous oublié ces moments, nos rires, nos joies? Votre colère est juste, madame. Mais pour la première fois, vous ne parviendrez pas à me faire céder. Et c'est justement parce que je n'ai rien oublié. C'est justement parce que je n'oublie rien que je vous conjure de partir. C'est parce que je vous ai aimé et que vous m'avez aimé que je sais que vous comprenez le sens de ma demande. L'amour impose parfois le sacrifice. Et vous ne permettrez pas que le roi de France, que je suis encore pour quelques heures, quitte cette terre sans demander pardon à son peuple de la vie qu'il a menée. Je ne vous ai jamais menti, madame. Vous saviez dès le départ que si mon cœur était à vous, mon âme était à Dieu. Et il est inutile de vouloir s'opposer au dessein de Dieu. Sans doute d'ailleurs, cherche-t-il à m'éprouver jusqu'au bout en m'enjoignant de me séparer ainsi de vous? Vous serez mon ultime regret, madame. Et la preuve d'amour que vous me donnerez en vous soumettant ne fera qu'augmenter mon remords. Je vous connais assez, sire, pour savoir qu'il serait vain de poursuivre cette discussion. J'aurais tant voulu rester à vos côtés jusqu'à l'issue. Mais je partirai ce soir, puisque tel est votre ordre, et puisque jusqu'au bout je ne serai traitée que comme une vulgaire favorite, une fille du peuple, une usurpatrice, que nul ne doit trouver devant le lit du roi. Je laisserai à d'autres le soin de vous accompagner vers Dieu. Mon cœur se brise, sire, à cette pensée. Mais j'emporte avec moi ce soir et pour toujours ce que nous avons vécu. Je vous remercie, madame. Je vous remercie. Alors acceptez cet ultime conseil, qui est à la fois celui d'un amant, d'un compagnon et d'un père. Soyez vigilante. Prenez garde. Je n'ignore pas ce que racontent les courtisans. Je n'ignore pas non plus l'inimitié que vous porte, depuis son arrivée sur le sol de France, notre future reine. Tout cela ne savent rien de vous. Ils ne savent rien, mais ils vous haïssent. Et sitôt aurai-je rendu le dernier soupir qu'ils chercheront à vous écarter sans ménagement et à vous faire payer notre bonheur. Il vous faudra bien du courage, madame, pour résister. Vous en êtes pourvue, mais ne cédez pas à l'orgueil, qui ne ferait qu'exciter davantage les passions. Composez, madame, quoi qu'il vous en coûte, et tâchez d'être heureuse, car il s'agit là du seul but qui vaille sur cette terre. Adieu, madame. Merci. Deux ans après votre exil, vous êtes parti vivre dans votre château de Louvciennes. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de ce miraculeux changement? Pour moi, Monsieur le Président, ce ne fut pas un miracle, mais bien la fin de 2 terribles années.
L'abbaye était une vraie prison qu'on surnommait la Bastille pour femmes et qui me rappelait cet affreux couvent de la rue Tournefort. Au début, je n'avais le droit ni de voir personne, ni de parler, ni même d'écrire. Je crus devenir folle. Et puis, au bout de quelque temps, l'une de mes nièces fut autorisée à venir me rejoindre, m'apporta un peu de compagnie. Ma foi me soutenait. Le temps faisait son œuvre. Et j'étais persuadée que le roi permettrait au dernier amour de son grand-père de retrouver rapidement la liberté. Alors je lui ai écrit. Et fidèle à lui-même, il ne répondit ni oui, ni non. J'étais autorisée à quitter le couvent, mais je devais rester à plus de 10 lieues de Paris et de Versailles. Je leur faisais encore tous peur. Et de captive, je devenais bannie. J'ai acheté un petit château à Saint-Vrain où j'ai passé le terrible hiver de 1775. Les mois passaient entre l'ennui, la tristesse. Et c'est à ce moment-là que le dernier tyran vous a rendu votre liberté. La vengeance était passée. J'ai été enfin autorisée à rentrer chez moi à Louvciennes. Et vous y avez aussitôt recommencé votre vie de débauche. Lord Seymour, l'ambassadeur de ces Anglais, a été aperçu chez vous, à plusieurs reprises peut-être même. Est-il devenu votre amant? Et sans parler des autres. Le comte d'Alonville, monsieur de Monville, non, décidément, madame. Vous aviez le don pour accueillir chez vous des aristocrates. Mais pensez ce que vous voulez. Le comte d'Alonville n'a toujours été qu'un voisin dévoué. Vous me présentez comme si je n'avais eu d'autre but dans la vie que de mettre dans mon lit le premier venu. Mais ne vous déplaise, ma vie à Louvciennes, ce n'était pas ça. Ma vie là-bas, pendant 14 années, je l'ai consacrée à essayer d'aider comme je pouvais ceux qui n'avaient pas eu la chance, comme moi, de sortir de leurs conditions. Vous ne savez pas qu'ils m'ont surnommée là-bas la bonne dame de Louvciennes. Ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont appelée comme ça. Et le bonheur que j'avais retrouvé avec Cossé Brissac était sans crime. Cela justifiait-il de lui couper la tête? Et cela vous donne-t-il le droit aujourd'hui de m'arracher la mienne? C'était une farce, une mascarade. Ce procès. Un accusateur public, obnubilé par sa haine. Les jurés tirés au sort, mais bizarrement, personne n'avait assisté au tirage. Et une salle remplie de femmes en guenilles qui auraient pu travailler 100 ans sans gagner de quoi s'offrir un seul de ces bijoux. Avec tout ça, il aurait fallu un sacré coup de chance pour la sauver. Mais quand elle est arrivée le premier matin, drapée dans sa dignité, là, c'était plus un coup de chance qu'il fallait, c'était un miracle. Au bout de 24 heures, elle l'avait compris. Mais à ce moment-là, c'est Chauveau-Lagarde qui a lâché. Il était épuisé, Chauveau-Lagarde. Il en avait, en quelques mois, plus vu que n'importe lequel de ses confrères en 40 ans. Il avait défendu la reine, et la tête de la reine avait été coupée. Il avait défendu Madame Élisabeth, et la tête de Madame Élisabeth avait été coupée. Tout ça en sachant qu'un mot de trop, et c'était sa tête à lui qui serait tranchée. Et puis de toute façon, est-ce qu'il pouvait vraiment la sauver? La sauver, ça voulait dire sortir libre et repartir à Louvciennes en carrosse, comme si de rien n'était. Il y avait une chose qui aurait pu la sauver, c'était demander pardon. Pardon pour rien, mais pardon tout de même. Sans regret, point de salut. Il faut leur donner des gages, madame. Votre condamnation n'est pas une fatalité, il n'est pas trop tard, mais il faut leur forcer la main. Vous leur parlez de vos souffrances, ils ne pensent qu'à la révolution. Dites-leur que vous n'avez pas renié vos origines, que vous condamnez les abus des puissants. Dites-leur que la révolution est un progrès, que grâce à elle, ils pourront peut-être avoir une vie moins misérable que celle de leurs parents.
Dites-leur que le roi n'aurait jamais dû fuir à Varennes et qu'on a eu raison de le ramener. Trouvez les mots, sortez de vous-même. Comprenez ce qui est en train de se vivre dans le pays. Vous incarnez le monde passé, le monde d'hier. Il faut leur montrer que vous avez votre place dans celui de demain. Mais à quoi cela servira-t-il, maître? Ils m'ont accolé une étiquette, et on ne se défait jamais d'une étiquette. Regardez Marie-Antoinette. À peine arrivée sur le sol de France qu'elle était déjà l'Autrichienne, elle est restée jusqu'à sa mort. Tout ce qu'elle a pu dire, tout ce qu'elle a pu faire n'y a rien changé. Pour eux, je ne suis qu'une femme avide, légère. Et vous avez raison, j'en suis blessée, profondément blessée. Et pourtant, s'ils s'en donnaient la peine, ils verraient bien que depuis 14 ans, je n'ai eu de cesse que de donner un peu de bonheur autour de moi. J'ai fait distribuer du pain, des vivres, du linge à qui en avait besoin. Vous ne savez pas que plusieurs habitants de Louvciennes m'ont même demandé de devenir la marraine de leurs enfants? Tout cet amour, je l'ai aussi donné pour élever Zamor. Il avait 11 ans lorsqu'il est arrivé chez moi. Cet enfant, je l'ai aimé, choyé, gâté, comme s'il était ce fils que la Providence ne m'avait jamais accordé. Alors de quoi ai-je à me défendre? Et quelles leçons peuvent-ils venir me donner, eux qui ne condamnent que sur une apparence? Vous en parlez comme s'ils étaient vos ennemis, mais ne les traitez pas comme tels. Allez sur leur terrain, dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Ce matin, vous avez cité Joseph II. Vous avez cité Cossé-Brissac. Mais quelle erreur, quelle bêtise. Cossé-Brissac, son seul nom joue déjà contre vous. Joseph II, Cossé-Brissac, et depuis le début, pas un mot, pas une allusion à Zamor. Vous n'aimez pas parler de vous, madame, mais si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez plus jamais. Car demain, à la même heure, le bourreau aura présenté votre tête au peuple de Paris. Zamor, vous l'avez sorti de sa condition. Vous lui avez permis d'échapper à son destin. Où serait-il sans vous aujourd'hui, Zamor? Dans le meilleur des cas, on l'aurait renvoyé chez lui, mais plus probablement, il serait mort sur un de ces bateaux remplis d'esclaves qui fait la navette entre le Bengale et Madagascar. Il vous doit la vie, Zamor. Alors, vous avez péché par orgueil et ils ont fait de vous un symbole. Ne péchez pas maintenant par modestie. Vous n'êtes le symbole de rien du tout, vous n'incarnez rien d'autre que vous-même et c'est déjà pas mal. Ils vont sans doute vous interroger sur les bijoux. Là encore, concédez, n'importe quoi, mais concédez. Tout le monde pourra se mettre à la place de celle qui reconnaîtrait avoir voulu défendre ses biens les plus précieux, mais personne, jamais personne, ne défendra celle qui accuserait de ce vol les sans-culottes. Alors, retournez-y, madame, retournez-y. Et soyez vous-même. Vous seul pouvez vous aider. Mais c'est maintenant. Vous avez indiqué que vos déplacements à Londres avaient pour seul but de répondre aux convocations de la justice anglaise après l'arrestation de ceux qui avaient prétendument volé vos bijoux en janvier 1791. Le tribunal ayant tout lieu de penser que ces déplacements vous ont en réalité permis de prendre contact avec des ennemis de la liberté, avec des serviteurs du Premier ministre, cet infâme Pitt. Pourriez-vous nous éclairer sur les raisons de ce miraculeux changement? J'entendais des rumeurs depuis quelque temps. Il doit y avoir de l'or chez la Dubarry, et pas qu'un peu, disait-on. Alors quand Morin, mon intendant, m'a informé de ce vol, je n'ai pas été surprise. J'étais à Paris, chez Cossé-Brissac, je suis rentrée aussitôt, j'ai constaté que mes bijoux avaient presque tous disparu, j'ai déposé plainte. Mon joaillier a estimé le montant de ce qui m'avait été dérobé et m'a conseillé de faire afficher un placard sur lequel je promettais 2000 livres de récompense à qui m'aiderait à retrouver mes bijoux. J'ai compris depuis que ce placard avait attiré l'attention sur moi et que c'était une grave erreur. Mais fallait-il me résigner à ne jamais retrouver ce qui m'appartenait? Fallait-il renoncer au seul prétexte que ces bijoux m'avaient été donnés par le roi, que vous détestez,
Et fallait-il, lorsque je me suis rendue à Londres pour identifier les coupables, refuser de rencontrer certains amis exilés là-bas? Devais-je aussi décliner l'invitation du prince de Galles que j'avais rencontré à Versailles? Mais vous me demandez l'impossible, monsieur. Vous me demandez de payer à chaque instant de ma vie les 5 années de bonheur passées avec le roi. Je n'ai pas de rançon à payer. Je n'ai rien volé. Je n'incarne rien. Je n'ai jamais rien d'autre incarné que moi-même. Mais taisez-vous! C'est la révolution citoyenne! Il y a des choses qu'on ne fait pas! Vous n'aviez pas à vous afficher avec des ennemis de la liberté! Comme vous n'aviez pas à vous rendre, lors de votre dernier voyage, à une messe en mémoire de Capet! Quant au vol, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il n'a été qu'un stratagème inventé de toutes pièces pour justifier votre voyage en apposant sur les murs de Louvciennes ce placard que je tiens entre les mains. Vous ne faisiez pas que promettre une récompense honnête et proportionnée à ce qui vous aiderait. Non. Vous trouviez un prétexte habile pour quitter le pays et y revenir à votre guise. Mais c'est une infamie, monsieur, une de plus. Et celle-ci, comme les autres, sera facilement démentie. Morin, mon intendant, est dans cette salle. Appelez-le à la barre. Interrogez-le, il vous racontera ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ce n'est pas à vous de dicter ma conduite, madame. Morin ne figure pas parmi la liste des témoins, mais rassurez-vous, le tribunal a déjà tiré cette idée au clair. Il s'est déplacé chez vous, à Louvciennes, et a interrogé un 6e témoin, Louis-Benoît Zamore, qui n'a pas souhaité s'exprimer directement à la barre. Eh bien, voici ce qu'il a déclaré sous serment, Louis-Benoît Zamore, lorsque je lui ai demandé ce qui s'était passé dans la nuit du 10 au 11 janvier 1791. Rien. Il ne s'est rien passé cette nuit-là, vous pouvez en être certain. Je dors très mal, et si quelqu'un avait voulu s'introduire dans le château, je l'aurais entendu. En revanche, il s'est passé quelque chose le lendemain matin. J'ai entendu du bruit en me réveillant, et en ouvrant ma fenêtre, j'ai vu, comme je vous vois, 2 hommes dans le jardin qui enterraient des objets. L'un d'eux était Morin, l'intendant du domaine, mais le deuxième, j'ai eu beau regarder attentivement, je n'ai pas pu le reconnaître. Ces objets, c'étaient les bijoux, j'en suis persuadé. Quand ma maîtresse est revenue, elle a regardé Morin, comme pour lui demander si tout s'était passé comme prévu, et le lendemain, elle nous annonçait son départ pour l'Angleterre. Le vol des bijoux, il n'a existé que dans sa tête, je vous le jure, devant Dieu. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et savez-vous ce qu'il a ajouté, Zamore, lorsque je lui ai demandé s'il avait bien été traité durant toutes ces années? J'étais un jouet. Un simple jouet qui ne servait qu'à distraire ces messieurs et dames qui venaient parader à Louvciennes. Voilà ce qu'il nous a raconté. Vous avez la parole, maître Chevaux-Lagarde. À moins que vous ne souhaitiez vous abstenir, après cela, personne ne vous en voudra, et je crains fort qu'il n'y ait pas grand-chose à ajouter. Je sais bien que vous êtes là pour plaider, mais il est parfois des circonstances dans lesquelles il vaut peut-être mieux se taire, Chevaux-Lagarde. Enfin, c'est à vous de décider. Admirable votre plan, monsieur le président, admirable. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Hier, vous m'appreniez que ma cliente avait utilisé un langage secret pour organiser son évasion. Et aujourd'hui, ce sont les prétendus aveux de Zamore. Admirable, vraiment. Mais si pour vous ce sont des aveux, pour moi ce n'est guère qu'une indignité de plus, alors la parole à laquelle vous me proposez de renoncer, je la prends et je la garde. Car personne d'autre que moi ne peut plus porter la parole de cette femme. Et c'est à moi seul qu'il revient de tout faire pour que demain elle ait encore une tête sur ses épaules. Rassurez-vous, je ne parlerai pas longtemps. Un peu de droit, un peu d'histoire, et j'en aurai terminé.
Je commencerai par une lapalissade, mais nous savons tous que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Vous êtes le tribunal. Et un tribunal, sa règle, son credo, sa Bible, c'est de juger en droit. Vous devez dire le droit, tout le droit, mais rien que le droit. Et savez-vous ce qu'il dit le droit à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Il dit que la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Maintenant, laissez-moi vous lire la loi des suspects. Article 1er. Tous les gens suspects qui se trouvent sur le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d'arrestation. Article 2. Seront réputés suspects tous ceux qui, par leur conduite, leurs propos ou leurs relations, se seront montrés ennemis de la liberté. C'est une injure à ce que nous voulons construire. C'est une injure à la raison. C'est une injure au bon sens. Mais c'est aussi un danger. Un danger pour nous, mais aussi peut-être surtout un danger pour vous. Ah, vous aviez commencé fort, pourtant ce tribunal n'avait pas un mois qu'il envoyait déjà Charlotte Corday à la guillotine. Elle n'avait que 24 ans. Mais elle avait tué Marat, l'ami du peuple. Alors passe encore. Mais cela ne vous suffisait pas. Alors vous avez continué avec la reine, ou plutôt avec la citoyenne Capet, et vous ne vous êtes pas contenté de la condamner à mort. Vous l'avez accusée de la pire chose qu'on puisse reprocher à une mère. Vous avez osé prétendre qu'elle avait mis son fils dans son lit. Et cela ne vous suffisait toujours pas. Alors vous êtes allé chercher les Girondins, et pour éviter de réfléchir, vous les avez tous mis dans le même sac. À l'échafaud, par dizaines. Ceux qui avaient voté la mort du roi et ceux qui l'avaient épargné. Tous à l'échafaud, sans distinction. Et maintenant, cette femme qui vient de chez nous, parce que c'est chez nous, vos couleurs. C'est Jeanne d'Arc, c'est la France. Cette femme qui aurait pu être des vôtres, mais un jour, elle a eu le malheur de croiser la route du roi de France. Et au lieu de poursuivre son chemin, le roi de France s'est arrêté. Et il l'a aimé. Pour là, sans le savoir, il l'a condamné à mort. Le tribunal, sur application de la loi, rend sa décision. La citoyenne Jeanne Vaubernier est reconnue coupable d'émigration et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le tribunal la condamne à l'unanimité à avoir la tête tranchée demain à midi sur la place de la Révolution. Je les vois déjà en train de m'attendre sur le pont au change. Je les entends prêts à hurler leur haine sur mon passage. Ils viendront se rassurer, se convaincre que ça ne valait pas la peine de forcer le destin. Conformément à l'article 4 du Code pénal, l'accusée sera conduite à l'échafaud revêtue d'une chemise rouge. La Dubarry, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Il faut toujours rester à sa place. Voilà ce qu'ils raconteront. Ils n'ont rien compris, rien. Mais ils ont gagné. Conformément aux dispositions de la loi du 10 mars dernier, les biens de l'accusé seront confisqués au bénéfice de la République. À la République. À qui d'autre aurait-il pu aller? Je n'ai plus personne, ni roi, ni amant, ni enfant. Puisque toi aussi, Zamor, tu as fini par me trahir. La prisonnière sera ramenée dans sa cellule avant l'exécution. Tu m'avais pourtant prévenu, Louis, ce soir-là. Eh bien, tu ne t'étais pas trompé. Les rats sont devenus capitaines. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont mis tout le monde dans le même lot. À mort, celui qui un jour a eu le malheur d'être à l'échafaud. Le présent jugement sera imprimé et affiché partout où besoin sera, dans toute l'étendue de la République. L'audience est levée.
Nous ne sommes pas encore au dernier acte. Le vent de la révolution n'a pas fini de tourner, car dites-le-vous bien, les vainqueurs d'aujourd'hui seront les perdants de demain. Le temps va passer, le vent tournera, il s'abattra sur les enragés et il épargnera ceux qui arrêteront cet engrenage maintenant. D'ici quelques mois, Robespierre sera arrêté et guillotiné. Dumas et Fouquier-Tinville connaîtront exactement le même sort que leur maître. La boucle était bouclée. Il me reste la force de les regarder une dernière fois. Ils peuvent bien me cracher à la figure, me traiter de putain. Ils ne me prendront pas ce que j'ai été et ce que je resterai. Je suis Jeanne Bécu, comtesse du Barry, et j'ai été reine de France pendant 5 ans. Voilà. Vous savez tout. Vous allez vous retirer et décider du sort de cette femme. Mais avant de terminer, laissez-moi vous poser une ultime question. À quoi servirait-il de lui couper la tête? Si vous ne trouvez pas la réponse, si vous ne parvenez pas à trouver une quelconque utilité à sa mort, alors tirez-en les conséquences. Ayez le courage de reconnaître qu'elle n'a pas sa place ici. Et renvoyez-la chez elle, finir ses jours chez elle, au milieu de ses souvenirs. Alors seulement vous aurez fait justice. Soyez courageux. Acquittez-la. Ils peuvent bien faire rouler ma tête sur le sol. Je n'échangerai ma conscience contre celle de personne. Ni celle des grands qui m'ont trahi, ni celle des petits qui m'ont renié, ni même celle de Dieu qui m'abandonne ce soir. Mais lui, je n'en ai pas peur. Car s'il est aussi puissant qu'on le dit, je le sais. Dès demain, il m'installera au grand banquet des braves. Louis m'invitera à sa table, celle de Voltaire, de l'empereur Frédéric. Mais avant de m'asseoir, j'irai les saluer tous un par un, ceux qui ont forgé mon destin. La messe, le coiffeur, Louis Hercule, qui m'a tant donné, Marie-Antoinette aussi, qui n'était pas mauvaise. Tous ceux qui ont croisé mon chemin, les vivants, les morts, les Catins, les dames de la cour, la Gourdan, la Pompadour, les Macro, le duc de Richelieu. Merci pour le voyage. Il m'est arrivé de m'amuser, malgré tout. Je suis Jeanne Bécu, comtesse du Barry, ancienne reine de France. Et avant de monter les marches, je demanderai à Samson de me laisser les regarder une dernière fois. Encore un petit instant. Monsieur le bourreau, demanderai-je. Merci beaucoup à vous. Alors, est-ce que le metteur en scène et les comédiens viennent avec nous peut-être sur la scène? Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander d'applaudir de nouveau Daphné Proisy, Gilles Vincent Caps, Raphaël Cher et Charles Huguen. Et le metteur en scène, Jacques Connor, merci beaucoup.
Alors, l'idée, c'est que maintenant, on échange un petit peu librement avec à la fois l'auteur, les comédiens, le metteur en scène. C'est l'intérêt aussi de la Nuit du droit, c'est d'ouvrir un peu sur d'autres sujets. Et je vais commencer quand même avec vous, Charles Hampson, peut-être pour vous demander comment, lorsqu'on est un avocat, alors issu d'une lignée aussi, fils de professeur de droit et d'avocat aussi, comment est-ce qu'on en vient finalement à écrire une pièce de théâtre, et puis comment et pourquoi ce sujet, évidemment. Et donc c'est une double question, et pourquoi Jeanne du Barry? Merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis ce soir. J'espère que Marie-Noëlle Dompé n'a pas regretté les 224 autres Nuits du droit. et merci à tous les services de l'Université Paris-Dauphine qui ont permis la réalisation de cette soirée. On s'y était pris un petit peu tard pour l'organiser, donc on était vraiment, on est très 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 contents et très reconnaissant d'avoir pu organiser ça dans un délai très très court. Et merci également au public qui a bravé les grèves pour venir, et également tout particulièrement à Raphaël Cher qui a repris un peu ce rôle de Louis XV au pied levé. C'était pas facile, donc merci beaucoup. Alors voilà, pour répondre à la question, il y a jamais de réponse, je pense, unique. Alors effectivement, comme avocat, on passe, vous le savez très bien, on passe beaucoup de temps à écrire. C'est pas forcément une écriture très très amusante tous les jours, ça peut avoir des côtés assez austères. Donc peut-être qu'à un moment j'ai eu envie d'avoir une écriture sur des sujets un peu plus créatifs, enfin une écriture un peu plus créative en quelque sorte. Donc voilà, c'est sans doute ça qui a motivé mon désir d'écrire cette pièce. Voilà, après il y a d'autres facteurs plus personnels qui l'expliquent. Sur le sujet, en fait, c'est un personnage qui m'a tout de suite beaucoup intéressé, que je connaissais pas du tout en fait avant de commencer à écrire dessus. Et en fait, très rapidement, on en avait parlé. Je crois que la première fois, on a évoqué ce projet au téléphone. Vous m'aviez dit finalement, c'est le procès du préjugé. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'effectivement, on connaît. Enfin, cette femme était connue par l'imagerie populaire. On connaît la dernière phrase qu'a prononcée Daphné, encore un instant, Monsieur le bourreau. Et on connaît à peu près tout. Et c'est à peu près tout ce qu'on connaît d'elle. Donc, on l'a réduit à une légende qui est un peu noire. Et donc, ça m'a intéressé, en fait, de faire ressortir d'autres aspects de sa personnalité, de montrer que finalement les êtres sont souvent beaucoup plus complexes que ce qu'on peut penser au départ. Et puis on a eu l'idée, en fait la toute première version que j'avais montrée à Jacques était plutôt sous forme de seul en scène, parce que pour des tas d'aspects purement pratiques, c'est plus facile de monter un seul en scène une pièce où il y a 4 personnes. Mais et donc c'était un seul en scène qui racontait un peu la du Barry. Ce livre se racontait la nuit de sa mort, enfin la veille de sa mort. Et en fait, Jacques a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant, et c'était le cas, peut-être de se servir justement du fait que je sois avocat pour raconter, pour mélanger les temps, donc le temps du passé. En fait, il y a 3 temps, effectivement. Donc il y a le temps de Jeanne du Barry au moment de son procès, le temps des avocats de notre époque, et finalement le temps de Louis XV, puisqu'il y a 2 scènes où on remonte une vingtaine d'années plus tôt. Donc voilà les multiples raisons qui ont été à l'origine de ce projet. Merci Charles. Peut-être une question au metteur en scène. Qu'est-ce que ça fait de jouer la pièce finalement dans un amphithéâtre d'une université? J'imagine que c'est quelque chose d'original pour vous. Est-ce que vous êtes content au moins de la scénographie? Est-ce que ça vous a plu? Je suis content de ceux qui sont là, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. C'est soir de grève. S'il y a 10 000 dommage que la salle ne soit pas pleine. Non, je plaisante. Mais non, je suis très très heureux. D'autant plus que tu l'avais dit tout à l'heure, on l'a créée au barreau de Paris, cette pièce. Voilà. Non, je suis très très heureux d'être là. Très très heureux. Voilà, parce que vous êtes un public concerné, évidemment. Mais il y a des gens aussi qui sont peut-être pas du tout de la profession, de votre profession, mais qui sont peut-être aussi intéressés par les scènes d'histoire. Là, avec Charles, on prépare d'autres grands procès, la Calas, l'affaire Calas, etc., etc. On essaye de faire... c'est un jeu enfin, les avocats, Maître Bonan, par exemple, Maître Bonan s'amuse beaucoup à faire ce genre de choses, soit sur Baudelaire, Jeanne d'Arc, etc., etc. C'est formidable d'ailleurs, hein, il est vraiment très très fort. Et voilà, il rejoue des procès.
Il y a le procès de Flaubert aussi qui est passionnant. Celui de Baudelaire aussi. Et puis plein d'autres, évidemment. Mais voilà. Non, moi, je suis très heureux d'être là. Je voulais remercier la technique parce que c'était quand même très périlleux comme chose à faire, là, juste 1 heure avant. Là, voilà. Vous avez une équipe ici formidable. Mes acteurs sont extraordinaires. Oui, je les remercie vraiment infiniment. Et l'auteur, n'en parlons pas, mais bon. Sans lui, nous ne serions pas là. Alors, peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Est-ce que les étudiants, vous souhaitez échanger avec l'équipe, avec l'auteur? Alors, sachant que, je suis très mauvais en technique, mais Alexandra Marais va nous dire qu'on peut, du coup, il y a un QR code, il faut utiliser cela pour que l'on puisse voter et pour voir finalement quelle est la décision que vous rendriez en votre qualité de juré sur l'innocence ou la culpabilité d'Eugène Dubarry. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 questions dans le public? Oui. Sur le côté. Alors voilà, il y a Alexandra qui va apporter le micro. Bonjour, c'est bon. Bonjour à tous, je vous remercie déjà pour la pièce, j'ai adoré. J'ai une question pour le comédien qui joue l'inquisiteur public. J'ai adoré votre prestation et j'aimerais savoir d'où vous vient l'inspiration pour jouer avec autant d'énergie et de passion dans votre rôle. Ah oui, alors. Non, je plaisante. J'avais joué il y a quelques années, j'avais joué une autre pièce sur Robespierre. J'interprétais Robespierre. Ah. Ça a été assez facile. Excusez-moi, vous pouvez utiliser les micros qui sont sur le côté. Merci. Il y en a d'autres aussi, hein. Merci. Oui, et donc j'ai utilisé le fait d'avoir joué Robespierre pour rentrer dans le personnage de Dumas. Ça a été un peu plus simple, du coup, pour travailler la terreur. Ensuite, l'énergie, ça c'est ma tambouille, c'est ma cuisine en tant que comédien. On interprète. Bon, ça c'est 10 ans de conservatoire et un petit peu de talent. Je plaisante, bien sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ah, Marie-Noël. Excusez-moi, vous pouvez utiliser les micros, s'il vous plaît? Alors, la question de Marie-Noël Dompé, c'était pourquoi utiliser le même personnage pour faire à la fois le président Dumas et puis finalement Fouquier-Tinville? Parce que je pense que l'idée était de montrer, en fait, comme tout le monde, je pense, l'a compris, que les dés étaient joués d'avance et que finalement le président, dans une affaire comme celle-ci, je pense qu'il sort en fait de son rôle de président pour aller épauler ou même quasiment endosser l'accusation. Donc en fait, c'était plutôt pour montrer, à mon sens, que justement, il n'y avait pas de séparation en fait entre le président et l'accusateur public, ce qui fait que, en gros, pour parler en termes sportifs, le match est quasiment plié d'avance avant même d'avoir commencé. Même si, ça je pense que c'est peut-être important quand même de le préciser, même si c'est intéressant, on voit quand on regarde les statistiques, je crois, du tribunal révolutionnaire, comme le dit l'un des personnages à un moment, il y a eu en fait beaucoup d'acquittements, enfin à peu près 1 sur 4, ou je ne sais plus le chiffre exact, mais en tout cas un pourcentage non négligeable. Donc je pense que dans le cas de Eugène Dubarry, le match était joué d'avance, mais il ne l'a pas été dans tous les cas. Voilà. Oui, il y a une question dans le public. Merci beaucoup. Bonsoir, une petite question aussi à l'auteur. À quel point vous êtes-vous fondé sur les minutes du procès pour rédiger cette pièce? En fait, je pense que dans la pièce, de manière générale, il n'y a rien de faux, enfin, au sens où effectivement je me suis documenté et c'était important qu'il n'y ait rien de faux au sens propre du terme, en fait. Après, en fait, j'avais été regardé aux archives nationales, mais il y a un tout petit dossier que j'avais récupéré. En fait, tous les dialogues, forcément, sont inventés. Je pense que le sens général
correspond à peu près à la réalité, mais c'est vrai que vous n'avez pas du tout de minutes du procès au sens où on pourrait l'entendre actuellement. Donc voilà, il me semble que ça correspondait à la tonalité générale de ce qui s'est passé. Après, on n'en a pas la garantie sur les propos, c'est de l'écriture propre, enfin c'est de la fiction, voilà. Peut-être une question. Oui. Pardon, alors. Je me permets de donner le résultat de notre petit sondage. On a quand même une majorité écrasante qui déclare la Dubarry non coupable, mais on a quelques personnes dans la salle qui la jugent coupable. Est-ce que vous êtes étonnés ? Si j'avais dû pronostiquer, j'aurais quand même pronostiqué qu'elle serait relaxée, donc ça ne me surprend pas. Après, quel est le pourcentage ? On est sur du 90-10. Ah. Ouais, c'est... Alors peut-être qu'on peut demander aux personnes qui ont condamné la Dubarry de se dénoncer, d'expliquer pourquoi finalement ils n'ont pas été convaincus par l'innocence. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole qui aurait voté effectivement en faveur de la culpabilité ? Y a-t-il quelqu'un ? Ben peut-être, oui. Oui. Alors, parmi les 10%, non ? Donc vous n'osez pas, finalement. Oui, c'est vous ? Alors, bonsoir déjà, merci beaucoup pour la pièce que j'ai trouvée formidable. Vraiment, il y a une complexité du personnage qui s'est développée. En fait, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en fait, que ce soit dans le théâtre ou dans la cinématographie. Après, quand j'ai lu la question, en fait, est-ce que la Dubarry est coupable ? Je pense que la question est plus ou moins provocatrice dans le sens où, forcément, je pense que ça tend à je pense qu'il y aura forcément une majorité qui la considère non coupable. Alors, j'ai un peu répondu de manière provocatrice aussi en retour pour dire que Madame que la Dubarry était coupable parce que alors je n'ai pas en fait disons tous les éléments juridiques pour justifier ma décision, mais je répondrai peut-être sur un ton plus philosophique et peut-être à l'issue de ma réponse j'aimerais bien avoir l'avis de la comédienne qui elle-même a interprété la Dubarry, si elle-même est convaincue par l'innocence du personnage. Je pense avant tout que la Dubarry est coupable d'elle-même, coupable de son dessein, et coupable même d'un état de droit. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Coupable d'elle-même, de son destin, parce que elle doit être condamnée étant donné le contexte géopolitique actuel. Et coupable d'un état de droit, parce que c'est un jugement qui a été rendu par un juge, et dans le respect de l'état de droit, il faut respecter la décision et donc considérer, accepter en fait la culpabilité de la Dubarry, hélas. Et donc voilà, je ne sais pas si vous qui interprétez Madame la Dubarry, vous êtes convaincu par son innocence ou pas ? Alors on va peut-être demander donc à Daphné Proisy quel est son sentiment, et puis peut-être aussi de manière plus générale, comment elle est rentrée dans ce rôle, du coup qu'elle a dû créer avant, si je compte bien, le film de Maïwenn. Oui, complètement. Que j'ai vu d'ailleurs, qui était très bien. Oui, bien évidemment que je crois qu'elle est innocente. Sinon, je ne me serais pas défendue comme ça, corps et âme, pour essayer de sauver. Accusée de... En fait, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est vraiment pour moi tellement la question qui... j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'on lui reproche. D'être, d'exister, de vivre, d'être libre. Si c'est ça, en fait, oui, j'ai envie de sauver, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire malgré tout, j'irai quand même. Donc, pour moi, elle est complètement innocente, oui.
En fait, Charles. je pense que votre question, enfin, c'est intéressant votre question. En fait, je pense qu'elle est, comment dire, elle est, en fait, elle est condamnée parce qu'elle est elle-même. Ça, comme vous l'avez dit, ça c'est très clair. Mais en fait, elle est condamnée parce qu'elle est elle-même. On peut pas être coupable d'être soi-même, en fait. Donc, on est comme on est. Donc, votre remarque, elle est juste dans le sens où effectivement, c'est la raison de sa condamnation, ça c'est sûr, parce que je regardais justement je relisais un petit peu ce que j'avais utilisé pour faire cette pièce, et en fait il n'y a même pas tellement, je crois que le motif officiel c'est incivisme, quelque chose comme ça, donc bon, mais personne ne sait trop ce qu'on met derrière ça, donc effectivement il est très très clair qu'elle est condamnée parce qu'elle est elle-même. Après je pense pas qu'on puisse considérer qu'elle en est coupable, sinon c'est un peu décourageant, et c'est dommage. Après, effectivement, il est possible que à certaines époques, le fait d'être soi-même suffit à être condamné à mort. On l'a pas vu uniquement pendant la Révolution, on a vu à beaucoup d'autres époques et dans beaucoup d'autres pays. Donc ça ouvre un débat, en fait, ça ouvre un débat beaucoup plus large, votre question. Donc voilà, condamné pour ça, oui, mais coupable, je dirais que non. Il y a une autre question. Merci beaucoup à tous pour cette pièce qui était très très intéressante. Je me demandais si vous étiez inspiré de Kafka pour réaliser cette pièce, dans l'idée où on comprend qu'elle est complètement accusée, qu'elle est accusée d'être elle-même, effectivement, d'être une femme, d'être libre, mais qu'on ne comprend jamais la teneur juridique et les faits précis qui lui sont reprochés, si ce n'est la liberté qu'elle a eue dans sa vie. On comprend qu'on lui reproche qu'elle ait partagé le lit du roi, mais pas quel fondement juridique appuie en fait sa condamnation. Et du coup, en ça, je me demandais si vous vous étiez inspiré de Kafka ou s'il avait en tout cas eu une influence sur votre travail. Pas consciemment en tout cas, non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. Enfin, j'y avais jamais pensé en fait, mais je vois bien ce que vous voulez dire dans le sens où c'est une espèce de fatalité en fait qui s'abat sur le personnage et où en fait on a l'impression que le procès aurait pu durer 6 mois et on aurait pu citer je sais pas combien de témoins. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc effectivement, c'est une espèce de fatalité liée à l'époque qui s'abat et qui fait que enfin, vous faites allusion au procès de Kafka, en fait. Donc j'ai de vagues souvenirs du film, mais effectivement, je crois que le personnage ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et je pense qu'effectivement, je pense que la Dubarry n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait. Et parce qu'en fait, comme on le dit à un moment dans la pièce, effectivement, quand on lui vole ses bijoux, elle va plusieurs fois en Angleterre où étaient ses bijoux. Et donc elle y reste longtemps parce que je me souviens plus exactement, mais l'affaire qui devait être jugée en Angleterre est renvoyée à plusieurs reprises, donc elle reste. Et le fait est qu'elle revient, alors personne ne serait évidemment venu la chercher en Angleterre. Donc le fait est qu'elle revient au moment où la Révolution et la terreur battent leur plein. Donc en fait c'est extrêmement naïf en fait comme comportement. Et donc je pense qu'elle n'avait pas envie de se jeter dans la gueule du lot. Donc je pense qu'elle n'avait pas du tout conscience en revenant du fait qu'elle allait à la mort. Donc il y a un côté où effectivement, donc je pense effectivement que comme le type de personnage que vous évoquez, elle n'a pas du tout compris ce qui lui arrivait, qui est quelque chose qui la dépasse de très 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 loin en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Et donc vous disiez que vous ne connaissiez pas spécialement ce personnage? Non. Comment est-ce que vous êtes mis à créer cette œuvre sur Jeanne Dubarry, du coup? Je cherchais justement quelque chose autour peut-être d'héroïne un peu méconnue. Et en fait, il y a 3-4 ans, Jeanne Dubarry, personne ne la connaissait trop. Ça a beaucoup changé depuis 3-4 ans, bizarrement, puisque vous avez eu pas du tout à cause de la pièce, malheureusement, pas tellement. Il y a eu le film de Mai Wen, il y a eu un livre d'Emmanuel Levaresquiel qui est très intéressant et très bien. Et il y a eu aussi ces appartements à Versailles qui ont rouvert. Donc il y a eu toute une espèce d'emballement
médiatique, enfin d'intérêt médiatique autour d'elle. Et donc ça m'intéressait de voir, il n'y avait jamais eu une pièce écrite, donc c'est toujours intéressant de faire quelque chose qui n'a pas été fait. Et donc c'est ça qui m'y a amené. Et ce qui m'a conforté, je pense, comme je le disais au début, c'est que justement je me suis rendu compte qu'il y avait à aller chercher. Peut-être que j'aurais pu me rendre compte que finalement c'était un personnage très très antipathique, très très arrogant, qui finalement n'était pas forcément digne d'intérêt. Et au contraire, je trouve qu'en creusant, et dans le livre que j'évoquais là d'Emmanuel de Varesquiel, il évoque justement cette complexité, et donc c'est ça qui, je pense, m'a amené à poursuivre sur ce personnage. Et comment est-ce que, j'imagine que l'écriture, je sais que vous avez écrit un livre sur les grands procès, je crois aussi avec votre père, donc vous êtes un peu fasciné quand même par le procès. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'écriture d'une pièce de théâtre? Parce que c'est quand même, effectivement, c'est très particulier, est-ce qu'on parle avec des metteurs en scène pour voir comment les choses peuvent être articulées? J'imagine que c'est une écriture extrêmement particulière et que c'est pas complètement satisfaisant dès le début, ou que ça ressemble pas forcément à une pièce de théâtre. Oui, alors en fait, moi, c'est un type d'écriture que j'ai bien aimé parce que qui me correspond à peu près, j'ai l'impression, en tout cas, parce que on a assez vite l'impression d'avancer vers quelque chose de concret, beaucoup plus dans un roman que dans un roman. J'ai probablement pas du tout l'imagination nécessaire pour écrire des romans. Et pour l'écriture, ça c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup grâce au regard qu'a eu Jacques en tant que metteur en scène, puisque moi, en fait, j'avais beau, j'écrivais, mais sans forcément avoir un œil évidemment de professionnel pour me rendre compte si cette écriture était susceptible de passer sur un plateau de théâtre. C'est un exercice vraiment très très différent. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de versions. Et puis après, c'est peut-être effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que le procès, de manière générale, c'est un thème théâtral, même cinématographique. Enfin, il y a beaucoup de films de procès. Beaucoup de films. Voilà. C'est quelque chose qui est finalement relativement facile. Enfin, c'est relativement facile de faire ressortir l'aspect dramatique du procès, puisque quelqu'un joue. Par définition, les personnes qui sont à la barre jouent très gros, que ce soit évidemment leur tête ou même autre chose. Et il y a un affrontement, il y a un huis clos. Enfin, ça se prête, je trouve, beaucoup à une écriture dramatique, qu'elle soit théâtrale ou cinématographique. Donc, je pense que de ce point de vue-là, le fait que ce soit un procès facilite l'écriture, je pense. Oui, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question avant que... Oui. Bonjour. Thomas. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de particulier à jouer cette pièce et ce procès dans le contexte actuel où on a des personnes qui critiquent la politisation ou la manque de neutralité de la justice dans le contexte. Ça, c'est une très vaste question. Là, jouer, je ne peux pas répondre. Je vais laisser que si les comédiens veulent répondre. En tout cas, c'est vrai que ça ramène des thématiques qui sont proches à certains aspects de choses qu'on peut rencontrer. Après, s'il est un avocat ou un magistrat veut répondre. Est-ce que Maître Chauveau-Lagarde veut répondre? ou un monarque. Non, mais c'est une question piège, là. Non, mais c'est une question piège, parce que ça va m'amener à me positionner par rapport à Sarkozy. Non. Ah ouais, mais on avait un bon avocat sur scène. Je crois qu'il aurait peut-être pu faire des miracles, mais heureusement le droit passe en France et c'est bien. Je suis très flatté d'être à Dauphine et que j'espère qu'ils formeront beaucoup de juristes qui rendront justice avec justice, je trouve. Voilà, et qui feront leur devoir malgré les pressions. Voilà. Comme ça se fait aujourd'hui. Ah, je ne sais pas, j'ai cru que quelqu'un... Je n'ai rien d'intéressant à dire, ça y est. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Et puis avant qu'on se quitte, y a-t-il une dernière question que l'on pourrait prendre qui soit adressée au metteur en scène, à l'auteur, au comédien? Charles, est-ce que vous voulez dire un dernier mot?
Non, on vous renouvelle. Non, merci beaucoup. J'étais vraiment très content de cette soirée. Et puis c'est très intéressant d'échanger avec le public. Donc voilà, le résultat du vote ne me surprend pas tellement. Donc, mais je suis très content qu'il y ait quand même 10%, parce que quand il y a l'unanimité, c'est jamais bien, quel que soit le... Bon, bah écoutez, très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs, pour cette formidable interprétation. Merci beaucoup à Marie-Noëlle Dompé de nous avoir fait l'honneur de sa présence ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine pour la Nuit du Droit 2026 à Dauphine. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.